Je propose que l'enfant intérieur, ça soit juste une partie de nous, qui est la partie de nous qui est porteuse de notre vulnérabilité, de notre sensibilité, c'est-à-dire notre capacité à comprendre nos émotions et ceux des autres, mais aussi qui est porteuse de notre joie de vivre et qui est porteuse aussi de créativité. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, bonjour, bienvenue, bonne santé à tous. Alors, plusieurs invités ce matin. Ariane Calvo est avec nous. Bonjour Ariane. Bonjour. Bienvenue, psychologue et psychothérapeute spécialisée en régulation émotionnelle, résilience et transition de vie. Et vous publiez « Se réconcilier avec son enfant intérieur » aux éditions Erol. Tout à fait. Patrick Soulaille est là. Hola Patrick. Hola Philippe, hola. Comment vous allez? Hola Ariane. Hola Ariane. Muy bien Patrick. Muy bien. Voilà, vous êtes formateur en processcom et souvent on convoque, alors peut-être pas l'enfant intérieur en processcom, mais les drivers hérités de l'enfance. De l'enfance, ouais. Alors vous êtes devenu, Ariane, thérapeute par passion, mais aussi parce que vous avez fréquenté beaucoup d'animaux politiques. C'est peut-être ça qui vous a dit, il faut les soigner. Il faut les comprendre en tout cas. et pas des plus simples. J'ai appris une expression dans votre livre, c'est le syndrome du rideau de douche. Qu'est-ce que c'est que le syndrome du rideau de douche? Le syndrome du rideau de douche, c'est quand on est prêt à même aller laver son rideau de douche plutôt que de faire ce qu'on a à faire. Ça vous parle tous, j'en suis sûre. Moi, je fais ma compta. Je ne vais pas laver mon rideau de douche, mais ça revient à peu près à la même chose. C'est-à-dire à faire. On est prêt à faire ce qu'on ne supporte pas de faire. Est-ce qu'on est prêt à ajourner le plus possible habituellement pour ne pas avoir à faire ce qu'on a à faire tout de suite? Ouais, c'est ça. Et après, on avale son crapaud. On avale son crapaud. Il y a des gens qui avalent le crapaud le matin parce que comme ça, c'est fait. Ça, c'est ceux qui font ça à l'inverse. Alors, c'est intéressant, oui, mais alors c'est vraiment l'opposé, effectivement. C'est l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui avalent leur crapaud, c'est-à-dire que eux, ils fonctionnent le matin, ils avalent leur crapaud et ils sont tranquilles, ils sont débarrassés. Et la journée peut se passer. Mais le rideau de douche, c'est l'inverse. Le rideau de douche, c'est absolument l'inverse. C'est le comble de la procrastination. Alors on va parler de l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, il est à toutes les sauces aujourd'hui. Pourtant c'est pas un concept nouveau, popularisé dans les années 80. Vous êtes contre cette définition de l'enfant intérieur et vous proposez dans votre livre une nouvelle définition de l'enfant intérieur. Oui, moi je suis pas contre, mais disons que je trouve compliqué pour une grande majorité de gens de se représenter qu'on aurait un enfant à l'intérieur de nous. Duquel il faudrait prendre soin, qui geint un peu, qui se plaint tout le temps, et puis il faudrait le prendre dans les bras et le rassurer, et tout ça. Ça demande des efforts de mentalisation et de visualisation qui sont pas forcément confortables, qui sont pas forcément agréables, et qui sont pas forcément faciles à faire. Ce que je propose, c'est que comme de plus en plus on perçoit avec la maturité globale humaine qu'on est plusieurs personnes en même temps, sans être complètement schizophrène, je propose que l'enfant intérieur, ça soit juste une partie de nous, qui est la partie de nous qui est porteuse de notre vulnérabilité, de notre sensibilité, c'est-à-dire notre capacité à comprendre nos émotions et ceux des autres, mais aussi qui est porteuse de notre joie de vivre. C'est ce un peu à quoi vous faisiez appel tout à l'heure en regardant Wahid et Kim, voilà. Qui respirait effectivement quelque chose de l'ordre, de la joie de vivre en fait, et qui est porteuse aussi de créativité. Donc, qui peut être intéressante parce que la créativité, c'est pas seulement une capacité artistique, esthétique, c'est aussi une capacité à être innovant, à aller chercher des solutions qui sont un peu en dehors de sa zone de confort quand on se retrouve dans des situations difficiles. Alors, vous avez peut-être entendu des gens autour de vous, quand vous avez des réactions qu'ils trouvent un peu chelou, qui disent tiens, c'est ton enfant intérieur qui parle. Mais à quel moment s'exprime notre enfant intérieur? Mais à tous les moments où on se sent vulnérable, à tous les moments où on sollicite notre capacité à se comprendre et à comprendre les autres émotionnellement. À tous les moments où on a besoin de créer du plaisir à fonctionner, de la joie de vivre, à être émerveillé des petites choses. Et c'est une des facettes qu'on doit le plus solliciter aujourd'hui pour pas sombrer dans la déprime qu'on appelle fatigue pandémique du fait de la crise qu'on traverse tous ensemble là en ce moment. Et puis dans tous les moments, on a besoin de solliciter notre part de créativité pour se sortir de ce dans quoi on est pris, nassé un peu, et où on a besoin de solliciter des solutions nouvelles. Alors qui est le père du concept d'enfant intérieur? Il y en a plusieurs, mais celui qui... Il y en a un qu'on convoque plus souvent que l'autre. Oui, moi j'aime beaucoup Thich Nhat Hanh parce qu'il a cette vision qui est un peu proche de la mienne, d'une part de nous. Et très sérieusement, plus je avance dans le concept d'autonomie émotionnelle, qui est un peu le concept qui me porte et qui sous-tend toute ma psychothérapie aujourd'hui, plus je me rends compte que l'autonomie émotionnelle, c'est aussi
et surtout sortir du tout ou rien pour aller vers la coexistence des contraires. Arrêter d'opposer les contraires. Sentir qu'en nous, il peut y avoir des facettes, des sentiments, des émotions complètement contradictoires qui peuvent tout à fait coexister, et que c'est pas parce qu'on est fou que ça coexiste, et c'est pas parce qu'on doit régler la question, appartenir absolument à un camp plutôt qu'à un autre, aimer plutôt que détester ou détester plutôt qu'aimer, mais que tout ça, ça cohabite parce qu'on est humain en fait. Et du coup, quand vous dites ça, alors est-ce qu'il serait pas intéressant du coup de renommer je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, de renommer la contradiction, puisqu'au final, est-ce que c'est une contradiction ou est-ce que c'est nous qui ne comprenons pas ? Vous avez complètement raison. Les bouddhistes, c'est bien, parlaient vous êtes de d'accord dualité, tous les deux, donc ça c'est bien. Parce que de moi, ce que j'observe, c'est que souvent, j'accompagne les gens ou quand je les écoute ou de ce que j'ai étudié, en fait, et quand on se fait accompagner aussi, en fait, lorsqu'on est bien interrogé ou lorsqu'on est dans une réflexion, on comprend en fait à un moment donné. Tout à fait. Et donc du coup, est-ce que c'est pas, on est aussi dans une société qui est dans la compétition et dans le fait de vouloir trouver une réponse tout de suite. Est-ce que c'est pas dans cette direction-là qu'on devrait tendre, c'est-à-dire arrêter avec les contradictions et arrêter avec cette espèce de mythe du combat en fait? Oui, le rapport de force, et aussi qui vient du fait qu'on range les gens dans des cases, et à commencer par soi-même. On range nos émotions, on range nos sentiments, on range nos pensées dans des cases qui nous font appartenir à d'autres cases encore plus grandes, qui en fait au final nous enferment. Ça nous semble rassurant, mais en fait ça fait juste qu'alimenter la peur de celui qui est dans une case différente. Donc effectivement, plus on arrive à sortir de ça, et c'est pour ça que je parle de maturité émotionnelle, parce qu'en fait ça va avec l'âge et la compréhension, la prise de conscience. Plus on avance et on arrête d'opposer les choses et on accepte que les choses sont comme elles sont, souvent très complexes, et que c'est ok, on n'a pas besoin de tout comprendre, plus il y a une forme de calme qui s'installe en nous et qui peut aborder le monde avec plus de discernement et plus de tranquillité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de tout comprendre intellectuellement ? C'est vrai, mais je crois qu'on n'a pas besoin de tout comprendre tout court, parce que là on parle de soi, on parle de la compréhension de soi-même. En fait ma question c'est souvent on a besoin de poser des mots, alors que par exemple notre intuition nous dit va faire ça. C'est vrai. Donc c'est ce que je pose comme question, c'est est-ce qu'on est obligé de poser des mots, de conceptualiser souvent, se dire mais pourquoi je fais ça ? Ah, je fais ça parce qu'il y a ça. Mais en fait, est-ce qu'on peut pas juste dire je le fais parce que là je le sens ? C'est aussi cette éducation, je pense, sur laquelle on devrait travailler. Alors c'est vrai, le souci de ce que vous dites, c'est que en même temps qu'on a besoin de se reposer sur notre intuition pour fonctionner vraiment selon ce dont on a besoin, on a aussi besoin de donner du sens aux choses. C'est un vrai besoin humain. Donc, et c'est aussi comme ça que l'enfant grandit et comprend. Il a ce besoin énorme de donner du sens à ce qui lui arrive. Et d'ailleurs, quand il ne comprend pas le sens, il force le sens en le donnant en soi-même. C'est typiquement les enfants qui se disent qu'ils sont la cause du divorce de leurs parents parce qu'ils n'en connaissent pas la vraie raison. Et donc, la seule façon de sortir de cette impasse, c'est de trouver la raison en soi. Ce qui cause beaucoup de dommages psychologiques, mais on en parlera peut-être à un autre moment. Là, c'est accepter effectivement qu'on n'a pas besoin de donner du sens à tout. Et que c'est pas que certaines choses n'ont pas de sens, c'est que parfois, le sens des choses nous échappe, qu'il adviendra peut-être plus tard, qu'il adviendra peut-être jamais, mais que ça ne peut plus nous empêcher d'avancer, comme quand on était enfant et qu'on avait besoin de tout qualifier, tout nommer, pour être assuré sur le fait qu'on comprenait les choses et que donc on pouvait les supporter. Donc là, vous parlez d'étapes. Oui, c'est exactement ça, c'est des étapes d'évolution. Alors pas mentale et intellectuelle, effectivement, c'est beaucoup plus global que ça, c'est des évolutions de notre système corps-esprit. Okay. Si on prend l'image de l'oignon avec les couches successives, notre enfant intérieur, quand on est adulte, il se trouve où ? Alors en fait, là, quand vous prenez l'image de l'oignon, vous faites contraire de ce que j'essaye de faire. Et je comprends, hein, c'est rassurant, on a besoin de visualiser, d'imaginer les choses. Parce que moi, on me l'a vendu comme ça, l'enfant intérieur. Voilà, on fonctionne par couches successives. Oui, parce qu'on a besoin d'expliquer les choses selon des
cases ou des choses que l'on connaît. Mais si on acceptait, par exemple, comme quand on vous explique la physique quantique, quand on accepte que les choses ne sont pas forcément matériellement explicables, conceptualisables, mais que tout ça est une grande globalité, pleine de choses qui se contredisent ou qui se contradisent pas parfois. L'enfant intérieur, c'est juste une part de nous, mais une part extrêmement... pas comme une part de gâteau, une part mouvante, dansante à l'intérieur de nous, qui s'exprime avec les milliers de choses qui s'expriment à l'intérieur de nous quotidiennement, à chaque minute, vous voyez. Traditionnellement, il y avait ce qu'on appelait les blessures fondamentales, dont nous avons été victimes pendant l'enfance, qui sont enfouies, que nous avons inscrites à l'intérieur de nous-mêmes et qui ressortent de façon régulière une fois qu'on est adulte. Oui. Dans votre façon de redéfinir l'enfant intérieur, elles sont où ces blessures de l'enfance ? La part enfant de nous est effectivement porteuse aussi de nos blessures de l'enfance. Et c'est la part de nous que cherchent à réparer les théoriciens de l'enfant intérieur qui partent du postulat que l'enfant intérieur serait une part de nous qui a vraiment la forme, disons, visuelle de notre enfant, de quand nous étions enfants. Aujourd'hui, avec cette vision d'une part de nous qui serait vulnérable, sensible, mais aussi joyeuse et créative, les blessures font partie de nous. La façon de les percevoir le plus facilement, c'est les moments de débordement émotionnel. Parce qu'en fait, tout débordement émotionnel est lié à une peur inconsciente. Et toutes nos peurs inconscientes sont liées à des blessures de l'enfance. Donc, la façon d'identifier nos blessures de l'enfance, c'est d'identifier tous ces moments où on déborde complètement émotionnellement, où on sent que notre réaction émotionnelle est totalement disproportionnée par rapport à la réalité de ce qui se passe, mais qu'il y a quelque chose, une peur inconsciente, qui a poussé l'émotion de surface jusqu'à ce qu'elle déborde. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut creuser. Et ce sont ces blessures qui nous empêchent, selon nous, d'être réellement nous-mêmes, c'est ça ? Oui, alors, réellement ou alors il faut les accepter comme une partie de nous-mêmes, en disant que finalement ces blessures elles font partie de nous, et il faut accepter cette partie émotionnelle de nous-mêmes. Alors, je dis toujours qu'il y a une seule règle qui est universelle et absolue en psychologie, toutes les autres sont complètement relatives, c'est que si on veut changer quelque chose, il faut d'abord l'accepter. Donc effectivement, quand on a commencé par accepter quelque chose, on a fait les 3/4 du chemin. Alors, je suis composée aussi de cette blessure-là. Donc après, je peux choisir le comportement que j'associe à cette blessure. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis de la conscience là-dedans, je peux choisir de continuer à déborder émotionnellement et me laisser attraper par ce que ça me faisait, ou je peux choisir de le voir, et puis de voir aussi le réel, de comprendre que le réel est ce qu'il est, et pas plus que ça, que je ne suis pas avant et ailleurs, que je suis ici et maintenant, et que je peux répondre aujourd'hui autrement, en adulte, à ce qui, enfant, m'avait complètement terrorisé, parce que je n'avais pas les moyens d'y répondre. Mais Patrick, oui. Quand on parle de ça, moi, très, très, très intéressant. Quand on parle de ça, moi, je me pose toujours la question, ok, on a peur, on est dans notre chambre, on a peur du grand méchant loup, on se dit, moi, toute ma vie, quand je serai plus grand, à chaque fois que le grand méchant loup il sera là, je réagirai comme ça, soit je frappe la porte, soit je crie, soit c'est ce que vous décrivez. Mais du coup, ce que je perçois, moi, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés lorsqu'on est adulte à déjà se dire, on réagit comme ça. Parce que lorsqu'on est adulte, ce qu'on nous vend à un moment, c'est que on ne sait pas pourquoi, mais quand on va dépasser un certain âge, on devient adulte. Donc, on n'est plus enfant. Et donc, tout ça ne nous impacte pas. On n'a plus peur de ce qu'il y a dans la chambre. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc, comment on passe, en fait, de ces deux histoires qui nous persécutent un peu. On a peur. Ouais, oui, ça, quand on est adulte. Ouais. Et on a le droit d'avoir peur. C'est simplement que notre système corps-esprit ne réalise pas qu'aujourd'hui, on a les moyens d'y faire face. Ce qui nous fait le plus peur en tant qu'être humain, c'est la peur de l'impuissance face au danger. Et c'est vraiment la peur caractéristique de l'enfance, mais parce qu'elle est réelle. Un enfant est réellement impuissant face au danger. D'abord parce qu'il ne le comprend pas, et en plus parce qu'il n'a pas les moyens physiques, émotionnels, intellectuels de s'y opposer.
Donc c'est vraiment ce travail qu'on fait en psychothérapie qui est long, c'est pas une prise de conscience fulgurante, de réaliser que nous ne sommes plus pris, enchaînés, entravés par la même impuissance que lorsque nous étions enfants. En même temps, on est obligé de réaliser qu'on a une part d'impuissance, sinon on est complètement délirant. Et les gens tout puissants sont délirants. Mais on n'est plus impuissant comme quand on était enfant. L'enfant intérieur est notre allié. Ce n'est pas une attitude à réparer ou un problème à régler. C'est notre ami, l'enfant intérieur. Il faut le prendre par la main. C'est une partie de nous. À partir du moment où c'est une partie de nous, c'est forcément pas notre ennemi. Tout ce qui est en nous essaye de nous faire du bien et de nous faire aller vers le haut. Et c'est le principe de la psychothérapie humaniste, c'est de se dire que tout ce qui fait partie de nous, y compris les parts les plus dysfonctionnelles et même les plus suicidaires, disons, essaye de nous faire survivre dans un monde particulièrement difficile. Alors j'ai appris dans votre livre qu'il existe une échelle toulousaine de l'estime de soi avec plusieurs aspects principaux. Il y aurait plusieurs estimes de je sens le Toulousain en vous là, ça lui a beaucoup parlé. Sommeil, c'est un de mes aspects. et finalement, ça veut dire qu'il y a plusieurs estimes de soi, alors qu'on parle toujours de l'estime de soi au singulier. En fait, eux, ils estiment qu'il y aurait 5 soi. Le soi professionnel, le soi social, le soi de l'introspection, etc. Ce qui est assez pertinent, en fait. Le soi physique, on le soi sait sans le savoir. Aussi, ouais. Exactement. Et le soi de la projection, ouais, tout à fait, le soi futur. Et ils évaluent l'estime de soi en fonction de ces 5 facettes, disons, de l'estime de soi. Ce qui donne des résultats beaucoup plus intéressants et beaucoup plus valorisables dans le travail sur soi que d'estimer qu'il y aurait une estime de soi qui globaliserait tous les aspects de notre être. Alors comment être vraiment soi-même aujourd'hui ? Alors, ce qui est marrant, c'est que plus je fais des recherches sur le bonheur, et plus je me rends compte, parce que c'est hyper difficile à définir le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur ? C'est presque une question philosophique. Et j'ai l'impression que le bonheur, c'est la sensation d'être en train de se réaliser soi. Ouais. Et d'être donc en concordance avec ses valeurs, avec notre identité, avec tout ce qui fait qu'on est vraiment soi-même. Une sensation à la fois de se respecter et à la fois de grandir dans ce qu'on est. Et ça provoque du bonheur. Alors comment, c'était quoi votre question exacte ? C'est comment être vraiment soi-même, finalement. Comment être vraiment soi-même, respecter ses valeurs, savoir ce qu'elles sont, savoir ce qui nous fait du bien, savoir quelle est notre identité à nous, et pas celle que nos parents nous ont transmise ou celle de notre culture, mais celle qui compose un peu tout ça et un peu nous-mêmes en même temps. Ça, c'est être vraiment soi. Et puis, être à l'écoute de son enfant intérieur. Évidemment, puisque c'est lui qui est porteur de qui nous sommes vraiment. C'est la part de nous qui est la plus proche de qui nous sommes vraiment et qui est le moins conditionnée. D'ailleurs, quand on fait un travail sur l'enfant intérieur à mon cabinet, je demande souvent d'apporter des photos de soi enfant et surtout des photos qui sont après le premier souvenir, mais avant 10 ans, 9-10 ans, parce que c'est le moment où tous les paramétrages et tous les conditionnements sont installés. Tout à l'heure, c'est vous qui avez fait une allusion à l'enfant intérieur en disant que c'était la personnalité qui s'exprime sans filtre. Ouais. Et c'est exactement de ces filtres-là que je parle. C'est la part de nous qui est en dehors des conditionnements culturels et sociaux. Et alors, c'est jusqu'à quel âge qu'on est sans conditionnement ? C'est tôt aujourd'hui. Vraiment, 9-10 ans, c'est fini, en fait. Ça me paraît même presque tard. Presque tard, ouais. Mais quand même, à 8 ans, ça s'installe encore. On a encore une sorte de créativité, vous voyez, de l'enfant, souvent. La créativité, et puis aussi l'estime de soi, puisque vous en parliez. Quand je faisais des thérapies d'enfants, maintenant j'en fais plus, mais j'étais vraiment très épatée du fait qu'ils se trouvent tous hyper chouettes. Et ils sont complètement perplexes de ce que leur renvoient les adultes d'eux-mêmes, comme quoi ils leur créeraient des problèmes, ou ils sont chiants, ou je sais pas ce qu'on leur dit aux enfants, les pauvres. Mais eux, ils sont persuadés qu'ils sont vachement sympas et plutôt de bonne composition et de bonne volonté, tout ça. Curieux en plus. Oui, vraiment l'estime de soi, elle est au point. Et puis tout d'un coup, ça bascule. Et si je retrouve les mêmes enfants 10 ans plus tard dans mon cabinet, ils sont convaincus que c'est des zéros qui ne méritent pas d'être aimés. C'est une espèce d'effondrement de l'estime de soi complètement fou, mais qui est en rapport avec ce que les autres vous en renvoyez de vous, pas en rapport avec ce que vous savez de vous. Donc tout le boulot, c'est de se recontacter avec ce qu'on sait de soi.
Et comment est-ce qu'on se reconnecte justement? Alors c'est avec cet enfant intérieur. Il y a des exercices pour ça. Oui, absolument. Un des boulots principaux qu'on fait en psychothérapie, c'est déjà d'arrêter de penser que le bonheur est extérieur à soi et que ce serait quelque chose qu'on doit aller attraper en faisant des choses à l'extérieur de soi, mais que tout ça se passe à l'intérieur de nous, que c'est déjà là et qu'il suffit d'aller se reconnecter à qui on est déjà vraiment. Donc, un des exercices les plus simples, en fait, c'est de savoir de quoi on a vraiment besoin ou envie. Et vous rigolez, mais là, cette question-là, quand je la pose, c'est très très rare, et encore moins si on est une femme, qu'on sache me répondre. Comme ça, du tac au tac. Du tac au tac. De quoi vous avez envie, c'est ça la question? Ouais, si je vous demande ce qui vous fait du bien. À moi? Ouais. Oh, bon, c'est facile. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Marcher. Voilà, alors vous savez, mais cette réponse-là du tac au tac, c'est rarissime. J'ai la même chose quand je forme. Quand je forme, je leur demande pourquoi vous êtes venus, bref. Et après, je leur dis, je leur pose la question, dites-moi ce dont vous avez besoin pour être bien pendant 3 jours. Et là, ils me répondent la même chose, ce pourquoi ils sont venus. Mais ils n'arrivent pas à me répondre ce dont ils ont besoin pour être bien eux. Ils n'arrivent pas. Pour être bien pendant 3 jours. Parce qu'on va fermer la formation. Pendant la formation, elle dure 3 jours. Donc je leur demande, écoutez, comme on va se voir un peu, dites-moi ce dont vous avez besoin pour être bien. Et là, ça bug. Le blanc. C'est impressionnant. Moi, j'arrive même des fois, quand je sens que c'est très bloqué, à leur demander s'ils ont soif. Est-ce que vous avez soif? Et il y a des gens qui ne savent pas me répondre. On est tellement dressés et formatés à l'oubli de soi et à l'oubli total de ses propres besoins, et encore une fois, c'est aggravé puissance 1000 si on est une femme, qu'on ne sait plus ce qui nous fait du bien. Comment être heureux dans ces circonstances-là? Mais du coup, moi, je vais vous poser une question parce que je rebondis sur le mot dressé. Le mot dressé, ça a été longtemps accolé à l'éducation des enfants. Absolument. Donc, est-ce que... Tu vas voir, je vais te dresser. Tu vas voir, je vais te dresser. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, l'enfant, à un moment, il a compris, quoi. Il a compris comment il fallait être pour être bien. Et comment il faut être, c'est être coupé de ses besoins. Exactement. Et c'est ça qu'on doit désapprendre, en fait. Et comment les parents aujourd'hui, ils peuvent, comme ils écoutent l'émission, on est des milliards à écouter l'émission. Du coup, comment Parce qu'en Chine, on cartonne. Exactement. Parce qu'on a une version sous-titrée en mandarin, Patrick. Yes. Alors là, je veux dire, on cartonne grave. Yes. Donc c'est pour ça qu'on est des milliards. Exactement. En plus, j'ai pas compté les autres planètes, Philippe. Mais c'est vrai. Donc du coup, si on est parents et qu'on entend l'émission, comment on peut percevoir que notre enfant il est en train de se déconnecter de ce qu'il est? En fait, c'est assez subtil, mais un des concepts, disons, qui serait urgent de revoir, c'est la question de la punition et de la récompense. Parce que tant qu'on est dans ce système-là, et celui de la punition et celui de la récompense, les deux, on est dans le formatage. On apprend à quelqu'un, presque de façon pavlovienne, c'est-à-dire comme les souris de laboratoire, à prendre un chemin imposé. Et chaque fois qu'il prend ce chemin imposé, il est renforcé par la récompense, et chaque fois qu'il en prend un autre, il est empêché par la punition. Donc tant qu'on sera dans ce système-là éducatif, on va se couper de ses besoins pour apprendre à répondre à ce qui est attendu de nous. Alors comment est-ce qu'on identifie, et là je parle à tous ceux qui nous écoutent aussi ce matin, ce qu'on appelle le désir d'origine et le besoin essentiel de notre enfant intérieur, ce qu'il voulait à 9 ans? Faire un travail sur l'enfant intérieur, se poser devant une photo de soi enfant, ça permet déjà, d'une façon très rapide et simple, et sans passer par une psychothérapie pendant des années, de se reconnecter à qui on était à cet âge-là. Déjà juste à quoi je rêvais, quelles étaient mes aspirations, comment j'imaginais le monde, ma vie, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je pouvais passer des heures à faire sans voir le temps passer, qu'est-ce qui me levait le matin, qu'est-ce qui me donnait envie de vivre cette journée. Toutes ces questions-là, c'est indispensable de se les poser. Et pas que pour qui on a été enfant et le réparer, pour qui on est tout de suite. Vous êtes devenu thérapeute par passion. Oui. Mais sur le tard. Absolument. Donc finalement, vous avez perdu votre enfant intérieur pendant longtemps. Très probablement. Ouais.
mais comme beaucoup d'entre nous, ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de milieu de vie, qu'on n'appelle plus crise de la quarantaine, parce que parfois elle arrive à 30 ans et parfois à 70, donc on a arrêté de mettre un âge là-dessus. C'est vraiment ce moment où on se dit, c'est maintenant ou jamais que je suis qui je suis. Et en fait, c'est plutôt une crise, comme toutes les crises d'ailleurs, assez salvatrice. C'est la dernière chance, et quand on arrive à la percevoir, c'est vraiment une chance, d'être qui on est et de se réaliser soi, et donc d'être heureux. Mais il n'y a pas d'âge pour ça, en fait. Il n'y a pas d'âge, non. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'âge. Et puis après avoir travaillé en maison de retraite, j'ai vu des gens tellement changer, se transformer à 90, 92, 95 ans, que je sais vraiment qu'il n'y a pas d'âge. Vous dites que la valeur à laquelle les enfants sont le plus sensibles, c'est l'injustice. Oui. Quelles traces on garde des injustices qu'on ressent enfant ? Toutes les personnes qu'on appelle hypersensibles, qu'il faut absolument d'urgence qu'on arrête d'appeler comme ça, parce qu'ils sont juste sensibles en fait. Cette histoire d'hypersensible, c'est très agaçant. Merci. Ça fait penser qu'on a un problème. Non, mais surtout que ça se vend bien en librairie. Absolument. Alors là, l'hypersensibilité, ça se vend, ça cartonne. Oui, mais parler d'hyper quelque chose, c'est parler de quelque chose de pathogène. Être ce que l'on appelle être hypersensible, c'est juste être sensible. Normosensible presque. Donc en fait, il faut d'urgence qu'on arrête ce qualificatif. Donc les sensibles, ils sont très sensibles à l'injustice, c'est ça ? En fait, oui, la caractéristique principale, c'est vraiment ça, c'est que tout ce qui leur semble injuste est démesurément impactant. Et ça, c'est une des traces de l'enfance, effectivement. Mais parce que par cette immaturité dont je parlais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'en devenant adulte, on supporte mieux l'injustice, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'on finit par se rendre compte que l'injustice fait aussi partie de la vie et que parfois, ce n'est pas un obstacle absolu au bonheur. Alors que quand on est en enfant, on croit sincèrement que l'injustice est un obstacle absolu au bonheur. Et donc, on veut les réparer. Mais très vite, vous comprenez que la vie est injuste. Elle est aussi injuste. Parfois, elle est très juste, Et si on laisse faire la vie, souvent, les réparations célestes, pour paraphraser une des femmes politiques dont on parlait tout à l'heure, elle parlait des réparations célestes alors qu'elle est elle-même magistrate, donc ça m'amusait beaucoup. Ça existe vraiment. Très souvent, quand on laisse faire l'univers, il se venge tout seul et on n'a rien à faire. C'est le fameux proverbe africain de attendre que le cadavre de son ennemi passe dans la rivière. Et c'est exactement ça qu'il faut faire dans la vie pour être tranquille. Mais du coup, lorsqu'on dit que la vie est juste ou injuste, on redescend dans ce concept de punition et de récompense, en fait. La vie est juste la vie, en fait. Moi, ce que j'entends, c'est que souvent, on est encore dans ce truc et on commence à l'enfance. Quand je dis ça, je me fais un peu attaquer. C'est que lorsque les parents, leur enfant, il commence à marcher, ils le félicitent. On dirait que c'est le premier enfant sur Terre qui commence à marcher. Alors que là, en faisant ça, on commence déjà à rentrer dans ce truc de récompense. Forcément. Oui. Exactement. Et donc, l'enfant, il va se dire, si je fais ça, il se passe ça. Et donc, à l'inverse. Et en fait, on est toujours dans cette espèce de roue qui fait que on met des jugements sur des choses qui n'en sont pas forcément. Si je fais ce qui est attendu de moi, je suis récompensé. Exactement. Et donc, on ne lui apprend pas à faire les choses parce que ça le fait évoluer, parce que ça le fait grandir, parce que ça lui donne de l'autonomie et du plaisir. On lui apprend que ce qui est bien, c'est de faire les choses parce que c'est ce qui est attendu de lui. C'est ça. Et ça, c'est le début de la fin, en fait. C'est ça. Et ce qu'on appelle un driver. Exactement, ce qu'on appelle un driver. Et ce qui est important, je pense, c'est de dire d'expliquer aux parents ce qui est quand un enfant fait quelque chose et que pour lui c'est bien, c'est à lui qu'il faut demander s'il trouve ça bien, en fait. C'est pas à nous de déterminer est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est important de l'interroger, de dire qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que toi, tu trouves que c'est bien ? Est-ce que toi, tu penses que ton dessin, il est bien ? Est-ce que toi, tu es content de ce que tu as fait ? Et c'est là qu'on commence à sortir de cette notion de récompense ou de je suis bien, je suis pas bien, la vie est juste ou injuste. Parce que juste pour revenir là-dessus, on peut avoir des injustices aujourd'hui, mais ces injustices vont nous permettre, ce qu'on perçoit comme injuste vont nous permettre de développer quelque chose. Et puis après, on va se dire, heureusement que ça m'est arrivé. Absolument. Donc, c'est ce truc qui est un peu... cette dualité qui est un peu bizarre. Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste une fois adulte. Oui. C'est qui ? C'est Picasso. Je me souviens plus. C'est Picasso qui disait ça. Ouais. Eh bien, oui, effectivement, cette part de créativité, là, c'est un peu ce que disait Patrick tout à l'heure.
c'est bien, c'est mal, est-ce que le dessin est joli ou pas joli, c'est une question d'adulte en fait. Quand on est enfant, on dessine spontanément parce que c'est comme ça qu'on s'exprime. Et d'ailleurs, les psychologues font dessiner les enfants parce qu'ils savent que c'est l'endroit où on a le moins de filtres. Si on leur demande de raconter une histoire, eh ben, il faut déjà réfléchir de façon intellectuelle. On a beaucoup moins accès à l'essence des personnes. Un dessin n'est pas réussi ou pas réussi, c'est soit comment on le trouve. Et en fait, une des phrases qui m'a le plus marquée de mes études de psycho, c'est notre prof justement d'analyse du dessin d'enfant qui disait qu'on sait tous dessiner. Ça m'a impacté parce que j'ai réalisé que c'était assez vrai en fait. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas tous, c'est reproduire à l'identique le réel. Mais en fait, tenir un crayon et en faire quelque chose que soit on trouve joli, on sait tous le faire. Alors Patrick, on nous demandait ce qu'était un driver en process communication. Qu'est-ce que c'est ? Un driver, c'est un mécanisme inconscient, c'est une voix en fait qui dit pour avoir de la valeur pour mes parents, je dois faire une chose. Donc je dois faire plaisir, je dois faire des efforts, je dois être parfait. Tu dois être parfait ou je dois être fort. Donc c'est une réponse que enfant on s'est créé pour se dire si je réponds positivement à cette phrase, eh bien mes parents vont me dire que j'ai de la valeur, vont m'aimer. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on est en stress, eh bien on va réagir de cette manière. On va vouloir faire plaisir. On va se dire, on va vouloir faire des efforts. On va juger les autres parce qu'ils ont fait une erreur. Ou alors on va se juger soi parce qu'on n'est pas assez parfait. Ou alors on va pas montrer nos émotions pour dire moi de toute façon quoi qu'il arrive je suis fort. Donc en fait tout ça on le crée très tôt pour avoir cette image valorisante de nos parents. Voilà ce que c'est un driver. Ouais. Et ça s'exprime dans notre langage en fait, dans notre langage, dans les mots qu'on va utiliser, dans ce qu'on appelle des positions de vie, c'est-à-dire dans une manière de répondre, c'est, je vous donne un exemple d'un driver fait plaisir, c'est une affirmation interrogative, c'est tu veux que je te ramène un chocolat ? Là, ce que je vais chercher, c'est te faire plaisir. Donc, je vais te poser une question affirmative pour que tu me dises oui. Ou alors, si je veux vérifier que tu es parfait, je vais te poser une question interro-négative, une question hyper compliquée. Ne penses-tu pas que l'enfant intérieur est un concept assez compliqué quand même à comprendre ? Là, je te pose une question. Ce que je veux, c'est que tu te retrouves dans le pétrin, en fait. Donc là, c'est si je veux que mes parents me disent que j'ai de la valeur, je dois être compliqué, en fait. Donc, je dois poser des questions compliquées pour vérifier que les autres sont parfaits. Donc, c'est tout ça qui s'exprime dans le langage et ce qui est intéressant c'est d'avoir conscience de ça pour se dire, si je commence à faire ça, c'est que je vais pas bien. Si je vais pas bien, ok, qu'est-ce que je dois interroger en fait ? L'idée, c'est pas de se dire, c'est pas de donner c'est ce qu'on disait, c'est pas de donner un côté positif ou un côté négatif. C'est un bon miroir de qui on est en fait et dans quel état on se trouve. Et surtout, on arrête, quand on fait ça, quand on sort de ça, on arrête de faire dépendre notre valeur de ce qu'en pensent les autres. Exactement. Donc c'est vraiment une façon de reprendre du pouvoir sur soi au sens propre, c'est-à-dire vraiment faire dépendre notre valeur de ce qu'on pense soi de soi et plus de donner les clés de notre bonheur à tout le monde, ce qui nous rend très 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 fragiles et qui nous empêche en fait d'être heureux. À quoi ça sert d'accepter notre propre vulnérabilité ? Mais parce qu'elle existe. Donc lutter contre quelque chose qui existe, c'est très fatigant inutilement, très décevant de soi inutilement et ça nous rend très impuissants très inutilement. Là où accepter que quelque chose existe et que ça fait partie de nous juste parce qu'on est humain, pas parce qu'on est nul ou fragile ou que c'est ou faible, mais juste parce que quand on est humain, on est imparfait et on a des parts de fragilité en nous. C'est pas opposable au fait qu'on a plein de parts de force et de puissance. Et ça permet déjà de tranquilliser un peu et de réduire le stress face à la vie. Mais ce savoir justement vulnérable, est-ce que ça s'oppose pas à avoir une bonne estime de soi-même ? Non, je crois pas. Puisque les choses ne s'opposent pas, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a dit en tout début d'émission. Encore une fois. Oui, voilà. Oui. On arrête d'opposer les choses. Être vulnérable, ça n'empêche pas d'être extrêmement puissant. Ouais. Longtemps, vous avez eu un journal de beauté, de vie. Oui.
Alors, les highlights. C'est quoi un journal de beauté de vie ? Eh ben, ça marche vraiment. C'est écrire. Alors, il y a plusieurs versions, mais celle qui moi me touchait le plus, c'était d'écrire 3 à 5 moments que j'avais trouvé particulièrement beaux dans la journée. Ça pouvait être des micro-instants. J'ai vu la lumière, le rayon de soleil passer dans les arbres de la cour et ça m'a permis 30 secondes de poésie qui ont refait ma journée, à des choses évidemment beaucoup plus fortes. Voilà, retrouver quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, etc. Et en fait, ça permet de décentrer le cerveau de ce qui est difficile ou problématique pour équilibrer notre vision du monde avec ce qui est beau, aidant et régénérant. En fait, depuis Homo sapiens, notre cerveau est conditionné à observer en priorité ce qui est difficile et ce qui est négatif, parce que le danger pourrait provenir de ça. Et donc, comme on est en quelque sorte en survie permanente, on va focaliser naturellement sur ce qui est négatif dans notre vie. Donc, si on n'apprend pas à défocaliser en observant aussi ce qui est positif et aidant, naturellement, notre vie va être un enfer puisqu'on ne va observer que ce qui est difficile. J'aimerais qu'on parle de la puissance du pardon. Alors, il y a des exercices pour s'entraîner à soi-même. Là, vous me mettez sur un sujet difficile. Hein. Vous voulez pas ? Si, on va y aller. Oui. On peut le passer à Patrick. D'accord. Donc, après non, la puissance du pardon. Ouais. Quelles sont nos grandes résistances aujourd'hui vis-à-vis d'une démarche de pardon et à demander pardon ? Ce qui est la plus grande résistance, c'est le sentiment d'injustice dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais oui, c'est que comment accorder l'impunité, la non-punition à quelqu'un qu'on estime mériter une punition. C'est presque contre nature. Donc ça demande une maturité et puis surtout une volonté et une conscience de l'intérêt que ça représente pour nous. C'est se décentrer de ce qu'on va offrir à l'autre pour se centrer sur ce qu'on va s'offrir à soi-même. Mmh. Donc c'est quoi le chemin du pardon ? Le chemin du pardon, c'est de décider, et c'est vraiment une décision presque solennelle, quoi. Vraiment, en tout cas en grande conscience, que ce qu'on nous a fait ne peut plus nous empêcher d'avancer dans la vie. Qu'on décide qu'à partir d'aujourd'hui, on va tout faire pour que les blessures qu'on nous a imposées ne se reproduisent pas en micro-moments que l'on crée en fait soi-même, en se punissant soi-même, même une fois que l'auteur de l'offense n'est plus dans notre vie. Donc c'est tous ces moments-là. Bon, la violence sexuelle, c'est évidemment l'exemple le plus fort de ce que je suis en train de décrire là, c'est-à-dire comment, quand on a vécu l'inceste, le viol, et en particulier quand on les a vécus enfants, c'est-à-dire quand on ne pouvait pas se défendre, on peut pardonner à quelqu'un qui a abîmé notre vie aussi durablement sur un pan aussi important et essentiel que la sexualité. Je parle souvent de la triple peine dans ces moments-là, parce que la violence sexuelle, c'est non seulement on a vécu un truc horrible, mais en plus, quand on a essayé de le dire, personne nous a cru, ou alors on ne pouvait pas le dire parce que personne n'allait nous croire. Et ensuite... Ou parce que personne n'a voulu nous entendre et tout le monde nous a demandé de nous taire. Exactement. Et en plus, on reproduit à l'âge adulte les effets de cette violence-là en se privant d'une sexualité épanouie, mais aussi de tout un tas de choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce que les effets les déflagrations sont énormes. Et donc, le pardon va s'adresser à cette troisième peine. Je peux rien faire contre les deux premières parce qu'elles ont existé, elles ont été, et on peut plus revenir dans le passé. Mais contre celle qui consiste à moi-même reproduire les effets de l'agression en me privant d'une vie épanouie, je peux faire quelque chose. Et la première chose, c'est de décider que ce qu'on m'a fait ne peut plus intervenir dans est-ce que je suis heureux ou pas. Mmh. Et ça suppose souvent de pardonner. Sujet d'actualité en plus, ça remonte beaucoup. Absolument. Là, en ce moment, et heureusement que ça remonte beaucoup. Enfin, on va passer à la suppression de la deuxième peine. C'est-à-dire que maintenant, grâce à toutes ces femmes qui sont en train de parler, on va pouvoir passer à des enfants qui, quand ils vont dire ce qui se passe, vont enfin peut-être être crus. Le drame absolu
de toutes ces enfances-là sacrifiées, c'est que quand ils ont voulu alerter, et ça se confirme livre après livre, témoignage après témoignage, personne n'a voulu entendre. Personne ne veut que ça se passe dans notre famille, personne ne veut que ça se passe dans notre couple, personne ne veut que ça se passe chez nos enfants. Vous proposez des exercices pour demander pardon ? Alors, il y en a un que je propose, mais que je réserve vraiment au cas extrême. Ah bon, d'accord. C'est l'inversion à 180 degrés. C'est toujours très difficile à entendre, mais c'est extrêmement efficace quand on n'a aucun moyen de faire en sorte que notre agresseur réalise ce qu'il nous a fait. Ou aucun moyen autre de pardonner. Et c'est de prendre la responsabilité de ce pardon en demandant soi-même pardon à son agresseur, d'utiliser ce qu'il nous a fait pour ne pas avancer dans notre vie. Alors j'entends évidemment que c'est dur à encaisser comme demande, que c'est hyper injuste, que c'est difficile parce que c'est se mettre soi à la place de l'agresseur. Ouais, de l'agresseur et en prendre la responsabilité de cette agression. En fait, on fait ce que je vous demandais tout à l'heure. On prend la responsabilité de ne plus laisser cette agression nous pourrir la vie. Et ça marche. C'est difficile à entendre. Ça demande de renoncer au côté cavalier blanc qu'on a de rétablissement de la justice à tout prix. Sinon, on ne pourrait pas être heureux ou heureuse. C'est une croyance qui nous fait beaucoup de mal. On peut renoncer à la justice et être quand même heureux parce qu'on l'a décidé. Bon, interrogeons-nous donc sur cette question ce matin. Qu'est-ce qui nous rend heureux ou joyeux ? Ça, c'est peut-être la bonne question à se poser. Et comment on fait pour trouver si on a du mal à répondre ? Est-ce qu'il y a des tips pour nous mettre sur la voie ? Oui, moi j'aime bien faire un exercice aux gens assez simple. C'est à quel moment j'ai été heureux dans ma vie. Si je retrace un petit peu, si j'essaie de me souvenir, à quel moment je me suis sentie vraiment bien. Ok, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là ? Qu'est-ce que j'avais mis en place ? Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Très bien. Eh ben, on fait une liste, c'est tout bête. C'est vraiment l'exercice tout simple, quoi. Qu'est-ce qui se passait quand je me suis vraiment sentie bien ? Et puis on le reproduit, parce que très souvent, c'est extrêmement simple. J'étais au chaud avec ma famille. Eh ben, ok, trouver un endroit où il fait chaud et y aller avec sa famille, c'est pas si difficile. J'étais en train de manger sainement et il se trouve que je dormais suffisamment tous les soirs parce qu'à ce moment-là, j'avais supprimé mes stress de chef horrible, etc. Ben, très bien. Mangeons sainement et dormons un peu mieux parce qu'on supprime les chefs horribles de notre vie, quoi. Et ainsi de suite. La liste de vos envies. Ariane Calvo, donc on peut lire votre livre, ça s'appelle Se réconcilier avec son enfant intérieur, avec vos propositions que vous avez élaborées ce matin, donc aux éditions Erol. Patrick Soulaille. Oui. On vous retrouve lundi pour les petites annonces amoureuses. Voilà, mardi pour le live et puis jeudi également pour le live. Pour le live également sur Insta. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Passez une très très belle journée santé sur Beurre FM.